Bonjour, bonjour à tous. Merci pour vos inscriptions, merci pour votre présence. Je vous propose que l'on attende quelques petits instants afin que tout le monde puisse se connecter et qu'on soit le plus possible. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. On commencera ce webinaire d'ici 10h32 maximum pour éviter de perdre du temps pour tout le monde. Bon, je vois le compteur qui augmente, donc on va commencer, si ça convient à tout le monde. Donc bonjour à tous. Merci pour vos inscriptions, merci pour votre présence ce matin pour ce webinaire organisé par Hawk sur le thème du programmatique DOH. Alors pour cette session, je serai accompagné par Aline Gervasi, qui est Managing Director de Hawk Belgique, ainsi que par Kevin Billard, qui est Programmatic Campaign Manager chez Kinesso Matterkind. Salut Kevin et salut Aline. Et pour ma part, je suis Geoffrey Fossier, Chief Marketing Officer de Hawk. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise simplement que vous avez la capacité de poser vos questions directement à travers l'interface. Vous avez un onglet questions en bas à droite et vous avez également un onglet chat en bas à droite également pour discuter entre vous si vous le souhaitez, mais aussi pour nous faire part de problèmes de son ou de problèmes d'image si vous en avez. Je pense que pour l'instant, tout semble correct. Et enfin, avant de commencer, je précise également que la session va durer entre 40 et 45 minutes maximum. C'est un laps de temps qui ne va pas forcément nous laisser le temps et l'espace de rentrer dans tous les détails techniques opérationnels du programmatique DOH, même si l'idée, c'est bien évidemment de passer en revue la plupart des éléments. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des focus sur certains points, n'hésitez pas à les noter de votre côté. Et je ne peux que vous proposer d'aller à la rencontre d'Aline, qui se fera bien évidemment un plaisir de monter des rendez-vous avec vous pour répondre à toutes vos questions. Sans plus attendre, je vous propose que l'on commence la session et je vais notamment laisser la parole à Aline pour débuter ce webinaire. Merci Geoffrey pour cette introduction détaillée. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette seconde édition des webinaires proposés par Hawk. Donc au travers de cette série de visioconférences, nous souhaitons parcourir ensemble cette nouvelle ère programmatique qui nous permet aujourd'hui et depuis quelques années déjà d'acheter non seulement du display classique et de la vidéo, mais surtout d'avoir accès de nos jours à de nouveaux channels émergents, comme on l'a vu l'été passé, l'audio digital, la connected TV ou le gaming, et comme on le verra aujourd'hui, puisque nous mettons à l'honneur le programmatique DOH. Donc, un petit mot de rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Hawk est une adtech spécialisée dans la mise en place de campagnes programmatiques omnicanal. Alors, nous proposons aux agences médias, aux agences marketing digital et aux annonceurs de diffuser de manière simple et efficace sur tous les leviers disponibles en programmatique. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le display, la vidéo, le programmatique DOH, l'audio digital, la connected TV et le gaming. Et surtout, de pouvoir faire des campagnes programmatiques, évidemment, combinées avec de la data. Évidemment aussi aider avec une touche créative pour aider tout simplement à mettre en place les formats et surtout d'avoir accès à l'ensemble de la supply, à l'ensemble des inventaires qui sont disponibles de nos jours en programmatique, évidemment pas que en Belgique, sur l'ensemble notamment de l'Europe. Donc, mon collègue Geoffrey vient de faire les présentations des différents intervenants. Donc, pendant les 20 prochaines minutes, l'idée est de comprendre pourquoi aujourd'hui le DOH est devenu, parce que ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de quelques mois, est devenu et devient évidemment de plus en plus stratégique dans un plan média digital.
Je vais parcourir avec vous un petit peu rapidement l'agenda. Donc, dans un premier temps, on va parcourir ensemble les différents publishers, les différents inventaires disponibles, notamment en Belgique et ailleurs. L'idée est de vous montrer, de vous expliquer qui est disponible en manière générale, mais surtout de comprendre quels sont les environnements, les contextes que l'on peut utiliser aujourd'hui en programmatique DOH. Ensuite, l'idée, c'est d'expliquer que le programmatique DOH nous permet, de par sa nature digitale, d'utiliser de la data, évidemment, et on peut adresser certains panneaux en fonction de segments d'audience qui ont été construits sur base de données socio-démo, de données contextuelles et surtout de données de mobilité. Ensuite, l'idée aussi de comprendre en quoi le côté créatif du programmatique DOH est très important. Enfin, de se rendre compte que le programmatique DOH va intervenir dans le full funnel, c'est-à-dire que c'est autant un média qui va répondre à des objectifs de branding qu'à des objectifs de bas de funnel. Et ensuite, de voir comment on peut pousser l'exercice un peu plus loin et expliquer comment le DOH peut s'intégrer dans des stratégies multicanales avec la combinaison de différents leviers. Et enfin, on comprendra comment on va mesurer l'efficacité du programmatique DOH au travers des branding surveys sur des KPI de type branding, parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas dans le cas des campagnes display classiques ou vidéo qui nous informent avec des KPI chiffrés assez concrets. En programmatique DOH, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, je donnerai la parole à Kevin qui pourra expliquer tout ce qui a été, qui pourra illustrer tout ce qui a été expliqué au travers de cas concrets de véritables campagnes qui ont été mises en place ensemble, mais évidemment anonymisées. Donc, je laisse donc la parole à mon collègue Geoffrey. Merci beaucoup, Aline. Avant de rentrer dans le côté opérationnel, un petit focus qui nous a notamment poussé à choisir ce thème du programmatique DOH pour ce webinaire. Les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on regarde les tendances, lorsque l'on regarde les études, les derniers rapports sur ce média, les chiffres sont... tous les voyants sont ouverts et en tout cas, la croissance est exponentielle. Aujourd'hui, sur le marché belge, il y a un chiffre qui nous saute aux yeux, c'est la part qui est déjà prise par le programmatique DOH dans le marché total de l'affichage, dans les investissements globaux de l'affichage. C'est quasiment déjà un quart des investissements qui sont drivés, qui sont tirés par ce programmatique DOH. Pour rappel, le programmatique DOH reste un nouveau média, c'est un média encore assez jeune, qui a notamment explosé à partir du Covid, à la fin du Covid. C'est déjà une part qui est très importante. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les croissances qui sont projetées et déjà réalisées. Les croissances déjà réalisées, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé, par exemple, sur le premier semestre de l'année, on remarque qu'on a reçu une croissance de quasiment 35% sur ce média, ce qui est de loin quasiment le média le plus croissant, le plus dynamique, peut-être à côté de l'audio digital, sur l'ensemble du marché digital. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on interroge les décideurs, côté annonceurs, mais aussi les acheteurs en agence média, on regarde que ces gens sont assez optimistes sur les prévisions de croissance et d'investissement sur le programmatique DOH. C'est toujours entre 30 et 40% de ces personnes qui vont estimer que les investissements publicitaires sur le programmatique DOH vont augmenter. Ces tendances, elles sont quasiment les mêmes sur tous les marchés. Sur le marché français, c'est sensiblement les mêmes. Sur le marché belge, en effet, vous les avez ici. Et sur quasiment tous les marchés européens, on va avoir un programmatique DOH qui va tirer la croissance de l'affichage dans sa globalité et qui représente déjà sur certains marchés, et notamment en Belgique, une part significative des investissements publicitaires. Pourquoi également, encore une fois, outre la donnée chiffrée, cette thématique du programmatique DOH? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages à utiliser et à injecter du programmatique DOH dans une stratégie média. Le premier point, qui est intrinsèquement lié au programmatique, c'est la flexibilité que ça va apporter. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, quand je suis un acheteur média, d'aller activer, désactiver votre campagne comme bon vous semble. Toute cette flexibilité que certains connaissent déjà, apportée par le programmatique sur notamment le display ou la vidéo. C'est, tout comme la télévision, un média de masse. Donc, ce n'est pas à contrario du mobile ou du laptop ou de l'audio qui vont être des médias plutôt one-to-one. Ici, on parle de médias de one-to-many. Donc, c'est-à-dire que de suite, en activant du programmatique DOH, vous allez pouvoir assurer une couverture sur cible massive auprès de votre audience affinitaire.
C'est aussi de plus en plus un média qui est impactant de par cette capacité à aller diffuser des formats animés, des formats vidéo, des formats interactifs où on va pouvoir interagir par exemple avec son téléphone portable grâce à des QR codes. Ce sont de plus en plus des panneaux aussi qui sont massifs, qui sont grands, qui vont laisser une énorme place d'expression pour les annonceurs. C'est également plutôt un média qui est très contextualisé. Alors, on connaît tous les grands propriétaires et les grands réseaux JC Deco, Clear Channel, notamment en Belgique, mais aussi énormément de nouveaux entrants qui vont être accessibles en programmatique DOH dès le lancement et qui, eux, vont avoir cette particularité d'aller mettre des écrans sur ou plutôt à l'intérieur de lieux très spécifiques. On peut parler des universités, des écoles, des salles de sport, des cinémas, des bars, des restaurants, etc. etc. La data, je vais y revenir juste après, mais le programmatique DOH apporte cette surcouche data qui a longtemps été indisponible sur la partie OOH et DOH. Et enfin, dynamique, ça rejoint également le parti pris de la créativité parce que c'est un média qui, comme le display, comme la vidéo, on a l'habitude de personnaliser, de scénariser ces médias en fonction notamment de tout un tas d'éléments déclencheurs. Ça peut être de la météo, de l'actualité sportive, du trafic routier, etc., etc. On parle souvent de DCO lorsque l'on veut exprimer un petit peu cette notion de personnalisation créative. C'est aussi un média qui peut largement s'intégrer dans des stratégies de DCO. Si on revient rapidement sur cette logique de data, aujourd'hui, grâce à la donnée mobile, et c'est notamment cette manière de faire que nous avons chez Hawk, cette donnée mobile va permettre d'aller augmenter les capacités du programmatique DOH. Augmenter les capacités pour un premier point qui est de l'ordre de la qualification des panneaux, mais qui est aussi de l'ordre du reciblage. Grâce à la donnée mobile, aujourd'hui, vous avez cette capacité d'avoir des plans DOH, programmatiques DOH, qui vont être orientés autour de l'audience. La donnée mobile va aider à qualifier des panneaux et va aider à qualifier notamment les masses de population qui va graviter autour de chacun des panneaux. Est-ce que dans cette zone de panneaux, on est plutôt sur des audiences qui vont être plutôt masculines, plutôt CSP+, plutôt féminines, plutôt familiales, etc., etc. Tout ça nous est permis grâce notamment à la donnée mobile, à la donnée de géolocalisation, à la donnée comportementale. Et pour ce faire, chez Hawk, nous travaillons notamment avec AdSquare qui va être l'un des plus grands pourvoyeurs de données et notamment de données mobiles. Outre cette logique d'audience planning qui arrive sur le programmatique DOH, on a aussi cette capacité à aller identifier, toujours avec un socle de données mobiles, les personnes qui vont être exposées à une campagne DOH et on va avoir cette capacité à potentiellement réussir à les recibler ailleurs sur d'autres écrans, notamment sur le mobile, sur de l'audio, pourquoi pas également en in-gaming, pour aller potentiellement faire évoluer votre message. Et puis, on peut aussi rentrer dans cette logique de couverture incrémentale où on va avoir cette capacité potentiellement à aller exclure d'une seconde diffusion des personnes qui ont déjà été exposées dans une première phase à du programmatique DOH. On parle également d'inventaire. Aujourd'hui, c'est assez fascinant de voir l'éventail d'inventaires qui sont aujourd'hui disponibles en programmatique DOH. Vous avez les inventaires que tout le monde connaît, qui sont les inventaires de masse, tout ce qui va se passer notamment dans les zones urbaines, périurbaines, dans les transports, dans les malls, avec notamment des réseaux que vous connaissez, JC Deco, Clear Channel, et puis également, j'en parlais tout à l'heure, des nouveaux entrants qui vont avoir une approche beaucoup plus tactique en choisissant des lieux beaucoup plus spécifiques. Je pense notamment à des universités, des restaurants, des salles de sport, des cinémas, des bars, etc., etc. Donc, cette capacité à aller contextualiser, bien évidemment, votre campagne et surtout à aller combiner l'ensemble de ces typologies d'inventaire pour assurer une couverture sur cible qui est exceptionnelle et qui est souvent très, très forte. Alors, Aline, je te laisse réactiver ton micro. Je vais donc rebondir sur ce que tu viens de nous expliquer en détaillant un petit peu plus ce qu'on appelle l'utilisation des données en programmatique DOH. Donc aujourd'hui, dans notre DSP, nous avons l'opportunité de sélectionner les panneaux de deux manières différentes. La première manière est une manière assez chirurgicale qui s'apparente quelque peu à du media planning de contexte. On est capable aujourd'hui de sélectionner les panneaux souhaités en fonction de leur localisation et d'être assez précis et d'en choisir, peu importe le type de contexte,
peu importe le type de publisher. Donc là, on est plutôt dans une réflexion de contexte. On peut l'opposer, cette réflexion de contexte, à finalement une sélection d'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut activer les panneaux sur base d'une certaine audience, une audience donc l'utilisateur, on va choisir les panneaux en fonction de l'audience, peu importe le panneau derrière lequel se trouve l'utilisateur. Aujourd'hui, avec notre partenaire AdSquare que mon collègue Geoffrey vient de préciter, on est capable de scorer les panneaux les plus affinitaires les plus sélectifs sur la cible recherchée. Alors, un autre élément qui est très important pour le programmatique DOH, étant donné que c'est finalement un nouvel écran digital, c'est très important de savoir qu'on peut être assez créatif. Dans nos équipes Hawk, nous avons des web designers et des web développeurs qui vont aider les annonceurs, aider leurs agences à faire en sorte qu'une activation digital out of home soit simple, flexible et sans couture. C'est pas toujours le cas tous les jours. Souvent, on reçoit du matériel qui n'est pas adapté, qui n'est pas compliant avec les formats DOH habituels. Donc aujourd'hui, on est capable, avec les ressources qu'on a, peu importe les assets créatifs, il peut s'agir d'assets offline, des assets print, même des PDF ou des PSD, on est capable de les transformer et de les adapter à des assets DOH. Bon, ça, c'est une première chose. Ce qui est le plus encore important, c'est non seulement les adapter en termes de text specs, mais surtout de les rendre dynamique. On le voit ici, on a un exemple pour Lancôme. On est parti finalement des assets assez basiques d'un PSD que l'on a transformé en créatif programmatique DOH. Non seulement on l'a transformé, mais en plus on a rajouté une couche d'animation pour le rendre dynamique et on a été un petit peu plus loin. Et on a rajouté aussi une couche d'interactivité, puisqu'aujourd'hui, le programmatique DOH, même si finalement l'utilisateur se retrouve devant et il le regarde, on peut essayer d'interagir avec l'utilisateur en proposant un QR code qui va ouvrir vers un catalogue, qui va tout simplement ouvrir vers un format store locator qui va prendre l'utilisateur par la main et l'amener en point de vente, ou tout simplement qui va rediriger l'utilisateur sur le website de l'annonceur. Donc, qui dit créativité aujourd'hui dit personnalisation. Personnalisation comme en display, il est tout à fait possible de personnaliser la créa et finalement le message qui est derrière la créa en fonction de différents facteurs qui sont externes à la campagne, de différents triggers. Là, je pense que la plupart d'entre vous me voient venir. On peut aujourd'hui facilement faire du Dynamic Creative Optimization avec le programmatique Digital Out of Home, tout comme on le fait aujourd'hui en display et en audio. On peut simplement adapter le message en fonction de différents facteurs, comme ce qui est le plus souvent fait aujourd'hui, la météo, en fonction de la température. On va voir juste par la suite un petit exemple, en fonction des résultats sportifs, en fonction de la densité de population dans certaines villes. C'est assez simple. Donc ici, on a un exemple pour une barre chocolatée, un exemple avec deux villes finalement situées dans deux extrêmes du pays. On a à la fois Gand et on a à la fois Charleroi. On voit que, par exemple, à Gand, il fera 16 degrés, tandis qu'à Charleroi, il fera un petit peu plus doux, il fera 19 degrés. Donc ici, l'idée, c'est d'aller vraiment aller susciter des envies différentes avec des messages différents qui correspondront finalement à un contexte météorologique différent. Donc à Gand, il fait un petit peu plus froid, il fait pluvieux. Eh bien, ici, l'idée, c'est d'aller susciter l'envie d'une barre chocolatée traditionnelle avec un sneakers traditionnel. Et puis à Charleroi, il fera un petit peu plus chaud, il fera un petit peu plus doux. L'idée, c'est le challenge ici de la marque, c'est d'aller susciter l'envie d'une petite friandise un petit peu plus rafraîchissante. Et là, on voit qu'on va montrer plutôt, sur une même campagne, on va montrer un visuel qui est dédié à tout simplement une crème glacée. Alors, aujourd'hui, il est important d'expliquer que le programmatique Digital Out of Home, finalement, intervient dans le full funnel. Que d'une part, il s'intègre facilement dans une stratégie de branding, tout simplement comme l'out of home traditionnel, de par sa capacité à aller intercepter l'intérêt des audiences et de diffuser des créas qui sont animés, interactifs et dynamiques.
Je pense que tu peux passer le prochain slide. Voilà, donc aujourd'hui, on est capable avec du programmatique DOH d'être très dynamique. Et on voit ici l'exemple de Dior. On voit qu'on a mis en place, je ne sais pas si le slide s'anime ou pas. Est-ce qu'il s'anime Non, on n'aura pas l'animation Aline, mais en effet, pour tous ceux qui nous regardent, gardez en tête que toutes ces créas sont plutôt des créas vidéo et notamment interactives. Voilà. Donc, on est capable ici avec Dior, on a mis un QR code et on a fait la même chose. On a mis de l'animation sur Dior et on a mis un QR code sur Peugeot, par exemple, pour aller tout simplement envoyer les utilisateurs en magasin. Donc, à cette capacité aujourd'hui Je me suis trompée de slide, je pense, excusez-moi. Oui. Est-ce que tu veux que je reprenne la main, Aline? Oui, reprends la main parce que je me suis un peu perdue, excuse-moi. Pas de souci. Donc, en effet, l'une des magies en fait du programmatique de Watch, c'est cette capacité à travailler l'ensemble du funnel sur la partie branding, sur la partie en effet Drive to Store. Sur la partie branding, vous le voyez pas forcément ici, mais en effet, on a cette capacité, j'en parlais tout à l'heure, à bénéficier, à activer des campagnes sur des écrans qui sont de plus en plus grands, des écrans qui vont permettre de recevoir des campagnes vidéo, des campagnes animées, des campagnes interactives. Vous avez ici l'exemple. Alors, vous les voyez pas mécaniquement, mais en effet, on est sur des formats qui sont des formats vidéo qui peuvent être potentiellement des formats adaptés de formats spot télé, notamment je pense que Dior, vous l'avez tous en tête, Joe 408, c'est également le cas. On va retravailler ces formats de manière verticale, en les raccourcissant un peu, bien évidemment, parce qu'on n'a pas cette capacité à diffuser des spots de 30 secondes, mais voilà. Ce sont des vrais écrins pour faire émerger une marque. Ce sont des vrais écrins comme la télévision, par exemple, pour aller capter l'attention de par cette capacité à aller injecter directement, en effet, des campagnes qui sont interactives, qui sont vidéo, etc., etc. C'est aussi un excellent moyen, de par l'émergence notamment de nouveaux acteurs en programmatique DOH, d'aller pénétrer des lieux très spécifiques et d'aller jouer cette carte de la contextualisation. On en parlait tout à l'heure, en effet. Pourquoi pas imaginer un équipementier sportif émerger de manière efficace dans des salles de sport, une boisson alcoolisée directement dans les bars, dans les restaurants, etc., etc. Donc, on a cette capacité, en effet, à aller amener du contexte, à aller amener de la créativité, dans un média qui, on le rappelle, il y a encore quelques années, était bien évidemment de l'affichage papier. Alors aujourd'hui, si tu veux, je prends la main, Geoffrey. Voilà. Aline. Donc ici, c'est vous montrer un cas d'usage, comment finalement intégrer, comment utiliser l'out of home et le digital out of home. Ici, on va prendre un exemple concret de digital out of home ou tout simplement out of home en gré à gré. Le gré à gré, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les Belges, c'est le bon de commande. Donc aujourd'hui, on est capable d'aller utiliser des campagnes en bon de commande et d'aller recibler tous ces utilisateurs qui se sont trouvés en face de votre panneau et d'aller amplifier la campagne sur d'autres leviers, des leviers comme le display, la vidéo et l'audio. Je pense qu'on a un second cas d'usage qui suit. Voilà, donc un second cas d'usage qui va pouvoir montrer toute la granularité possible dans les choix des panneaux. Parce que finalement, on peut aller très loin dans la sélection des contextes. Donc ici, on a un exemple pour un SUV. On sait qu'aujourd'hui, les SUV, surtout les SUV hybrides, sont de plus en plus chers. Donc l'idée ici d'aller cibler, qui dit SUV dit famille, on peut présupposer des familles avec un certain pouvoir d'achat. Donc d'une part, on peut se dire, tiens, on va aller tout simplement cibler les environnements avec des écoles pour aller toucher les parents avec enfants. On peut aller combiner ce type d'environnement avec finalement cibler des environnements autour des concessions. C'est le principe même du Drive to Store. Donc ici, on peut aller cibler les concessions, mais on peut encore aller plus loin. On peut se dire, tiens, on va aller cibler les concessions concurrentes. Donc là, vraiment, on est très riche dans finalement la combinaison des différents contextes possibles. Et enfin, on peut se dire, ok, j'ai envie d'aller toucher une cible qui a un certain pouvoir d'achat. Donc, on va aller peut-être aller, surtout dans les grandes villes, principalement, on peut aller annoncer dans des réseaux qui sont localisés autour des musées, autour des salles de spectacle et même autour des hôtels 4 à 5 étoiles. Voilà, l'idée, c'est d'aller toucher les familles avec enfants, les intentionnistes automobiles dans les concessions, les gens qui ont déjà l'envie d'acheter une nouvelle voiture et les gens qui ont la possibilité de dépenser leur revenu dans des activités type musée et salle de spectacle.
Donc, on l'a vu avec mon collègue Geoffrey, le programmatique DAOH sert évidemment à un objectif de branding, comme son frère jumeau, l'out of home traditionnel, mais il peut aussi servir une stratégie de drive to store. Aujourd'hui, le but est d'aller vraiment chirurgicalement aller pouvoir choisir des écrans autour des points de vente. Évidemment, c'est rare quand on va choisir des écrans dans une stratégie de drive to store qui sont situés à 150 km, quoiqu'en Belgique, ça peut encore exister avec certains magasins de meubles bien particuliers. Mais bon, l'idée, c'est vraiment d'aller choisir des écrans qui se trouvent finalement à proximité du point de vente pour tout simplement les prendre par la main et les amener tout doucement jusqu'à la porte du point de vente. Alors, avec le programmatique DOH, on l'a vu juste avant, ce qui est très intéressant, c'est le côté créatif. Et ici, on peut vraiment aller finalement combiner le côté localisation chirurgicale des panneaux avec le côté créatif, puisque pour chaque panneau situé autour de chaque point de vente, on peut aller le personnaliser grâce au DCO et aller y mettre l'adresse du point de vente le plus proche. Ou même encore, on peut réfléchir à se dire, tiens, on va tout simplement indiquer des flèches ou la distance qui reste entre le panneau et le point de vente à parcourir pour l'utilisateur. Et alors, on peut même se dire, on va aller encore plus loin, rendre cette expérience encore plus interactive, mettre un QR code. Ce QR code va pouvoir, quand il est scanné, ouvrir une map sur le téléphone de l'utilisateur et finalement accompagner au travers du téléphone l'utilisateur jusqu'en point de vente. On peut le faire aussi, évidemment, cette sélection très chirurgicale autour des panneaux des concurrents. Pourquoi pas? Si on peut le faire, autant se faire plaisir, pourquoi se gêner? Et alors là, on est plutôt dans une stratégie de guérilla marketing. Et si on a un concessionnaire Peugeot, pourquoi pas aller placer l'annonce sur des panneaux qui sont situés auprès des concessionnaires Renault. On peut illustrer ça avec les deux cas d'usage qui suivent, Aline. Voilà, donc ici vous avez un exemple très particulier où on a deux points de vente, un à Bruxelles et un à Liège, et il est très simple au travers de la DSP d'aller, en fonction de l'adresse des points de vente, choisir les panneaux autour du point de vente. Peu importe dans la ville dans laquelle on se trouve. Et ici, un exemple qui illustre ce que je viens de dire. Pour la guérilla marketing, on va tout simplement aller à la conquête des concurrents directs et ça vient illustrer l'exemple de Peugeot et de Renault. Alors aujourd'hui, c'est très important de comprendre que pourquoi on devrait aujourd'hui de plus en plus intégrer du programmatique DOH dans une stratégie omnicanal. Et quand on dit omnicanal, je pense que vous l'aurez tous compris, c'est-à-dire une stratégie digitale qui combine différents leviers. Principalement, les leviers que l'on combine sont le display, la vidéo, l'audio et le programmatique DOH. Donc aujourd'hui, pourquoi travailler avec une stratégie omnicanal versus une stratégie mono-device? Tout simplement parce que l'objectif premier de l'omnicanalité, c'est d'avoir beaucoup plus d'impact et donc de maximiser les performances. Donc aujourd'hui, on sait, d'après diverses études et surtout d'après nos benchmarks, puisqu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir compilé énormément de campagnes au travers des campagnes françaises, des campagnes britanniques, allemandes et bien sûr belges, qu'une campagne une campagne omnicanal a 6 fois plus d'impact qu'une campagne mono-device. Donc aujourd'hui, une campagne DOH combinée à de la vidéo ou à du display sera beaucoup plus impactante sur des KPI, soit de visite, si on est dans une logique de drive to store, soit sur des KPI de brand lift, donc de mémorisation, d'intention d'achat ou de perception de la marque. De plus, aujourd'hui, l'omnicanalité, et c'est ça la force, et on l'a vu précédemment, permet de scénariser la diffusion, mais surtout scénariser le message. Donc aujourd'hui, la force de l'omnicanalité, c'est de pouvoir multiplier les écrans. Il est évident qu'on part du DOH et finalement on termine avec du display ou de l'audio, mais surtout, c'est de retargeter ces gens qu'on a vus autour des panneaux et qu'on va retrouver en display, en audio. Et qui plus est, qui dit retargeting, reciblage, dit surtout DCO. Donc, en fonction des différents ciblages qu'on va refaire, on va pouvoir aller scénariser le message et, encore une fois, aller appliquer une couche supplémentaire de DCO. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, voici un second cas d'usage. On retrouve notre même SUV. Notre même SUV qui, pour finalement le faire émerger en tant que nouveau modèle, on va finalement utiliser du digital out of home, que l'on va venir amplifier et appuyer avec une couche de VOL ou de vidéo sur mobile. Par la suite, on va récupérer
tout simplement les IDFA de ces gens qui se sont trouvés autour des panneaux et on va les recibler dans une seconde phase avec des formats qui sont utilisés pour du branding, comme du display ou de l'audio. Et on peut très bien penser à l'omnicanalité dans une logique tout simplement de Drive to Store. Ici, c'est un peu la même chose. On est toujours dans une phase 1 qui combine DOH et audio. Bon, on change un petit peu. De VOL, on passe à audio. Mais ici, on peut ensuite retargeter tous ces gens qui étaient en audio et en DOH et tout simplement les retargeter en display avec des formats qui suscitent l'interaction, des formats qui sont dédiés au Drive to Store. Et je pense notamment au format GPS Store, qui est un store locator qui montre tout simplement l'annonce. On clique dessus, on ouvre une map et cette map redirige vers le point de vente le plus proche. Merci beaucoup, Aline. Donc, vous l'avez vu, le programmatique DOH peut autant servir sur le haut de funnel, sur des logiques de branding, de notoriété, etc., mais aussi sur le bas de funnel pour aller emmener les gens, et notamment vos audiences, dans vos points de vente les plus proches. Alors ça, c'est une constatation, mais il faut aussi le vérifier. Et pour le vérifier, pour surtout vous amener tous les éléments de réponse, pour vous montrer que tout ça, ça fonctionne et ça marche très bien, on a aussi chez Hawk une palette de solutions d'études et notamment de mesures qui vont notamment être adossées à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire une palette de solutions pour mesurer l'impact de votre campagne programmatique DOH sur des items plutôt haut de funnel, donc plutôt brand lift, mais également pour mesurer l'impact de votre campagne programmatique DOH sur le bas de funnel et notamment sur le Drive to Store. Comment ça se passe, comment ça fonctionne? Ça se passe de manière assez simple. Aujourd'hui, chez Hawk, on a mis en place une technologie qui s'appelle Hawk Surveys, qui va être exclusivement adressée sur mobile. Alors, vous avez ici un exemple sur la droite. Un questionnaire qui va être adressé à des personnes exposées à votre campagne programmatique DOH et des personnes qui ne seront pas exposées à votre campagne DOH, ce qu'on appelle un groupe de contrôle, qui aura sensiblement les mêmes caractéristiques sociodémographiques que le groupe d'exposés. On va leur adresser tout simplement des questions et on va leur demander s'ils se rappellent de votre marque, s'ils ont potentiellement plus de considération pour votre marque par rapport à celle de vos concurrents, s'ils ont l'intention de se rendre en magasin, sur Internet, en boutique directement pour se renseigner, pour acheter le produit, etc., etc. Et tout ça, en effet, on le fait sur mobile. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait notamment en préambule. La donnée mobile aujourd'hui permet d'augmenter les capacités du DOH et notamment en programmatique. Grâce à la donnée mobile, on va être dans cette capacité d'aller identifier les personnes qui sont passées devant votre campagne en programmatique DOH. Et c'est de cette manière-là que l'on va réussir à les adresser en mobile et à constituer le groupe d'exposés. Une fois qu'on a ce groupe d'exposés, qu'on a ce groupe de contrôle, on va pouvoir diffuser les questionnaires entre 500 et 600 personnes répondantes et réparties de manière homogène entre les deux groupes, exposés et non exposés. Une fois qu'on a ces deux groupes, une fois qu'on a les résultats à ces questions, on va pouvoir comparer en fait les résultats des deux groupes et en déterminer du coup des uplifts sur tout un tas d'indicateurs qui vous semblent intéressants et qu'on aura préalablement identifiés ensemble. On a une dizaine d'indicateurs qui sont disponibles: la notoriété, la considération, la perception, la mémorisation, l'intention d'achat, l'intention de se renseigner, etc., etc. Ça vous donne à la fin des reportings qui sont assez détaillés, qui sont très transparents, bien évidemment, et qui vont vous permettre de faire deux choses. La première chose, c'est d'analyser de manière très précise, de manière très détaillée, l'impact de votre campagne sur les items qui vous semblent importants. Ici, la mémorisation, la notoriété. Vous avez les points d'impact et vous avez surtout l'uplift par rapport au benchmark. Le benchmark, c'est celui de Hawk. C'est toute la connaissance que nous avons pu accumuler sur toutes les études Brandlift que nous avons pu faire. Nous avons segmenté ces résultats en fonction des secteurs d'activité. Ici, imaginons que vous faites une étude Brandlift par rapport à une marque automobile. Ici, le benchmark sera donc mécaniquement l'ensemble des constructeurs automobiles. Donc, ça vous permet de vous positionner et de positionner surtout l'impact de votre campagne par rapport à vos concurrents. Vous avez également des détails en fonction des genres, des CSP, des âges, etc., etc. Ça, c'est la première brique sur la partie Brandlift. Vous avez une deuxième brique qui va se déclencher à partir du moment où vous êtes dans une dimension omnicanale. Si vous
activez une campagne omnicanal avec Hawk, vous avez cette capacité également sur des études Brandlift d'aller déterminer le poids d'impact du programmatique DOH par rapport à d'autres leviers que vous auriez pu activer avec Hawk. Imaginons ici une campagne avec un triptyque qui va s'articuler autour du DOH, du display et de l'audio. Vous avez la capacité de mesurer la contribution, de mesurer l'attribution du DOH en fonction des autres devices qui ont été activés sur vos indicateurs toujours considérés comme étant les plus importants pour vous, ici la mémorisation et la notoriété. Je viens de passer en revue très rapidement ce qu'on est capable de faire sur le Brandlift. On est aussi capable, bien évidemment, d'étudier des choses sur la partie plus bas de funnel et notamment la partie Drive to Store avec un outil propriétaire qui s'appelle InStore Impact, qui est une interface tout simplement de data visualisation que vous avez ici à l'écran, qui va vous permettre d'aller, en fonction de votre campagne, mesurer, analyser, percevoir en temps réel vos performances Drive to Store, magasin par magasin, avec un détail qui est extrêmement granulaire, qui va vous permettre d'aller mesurer bien évidemment les visites totales, les visites incrémentales, le taux d'uplift, le temps écoulé entre l'exposition à la campagne publicitaire et la visite en magasin. Et ça vous permet d'apprécier et d'aller optimiser au jour le jour finalement votre campagne de communication en fonction de vos objectifs Drive to Store. Vous avez ici, comme sur le premier aspect Brandlift, un aperçu d'un reporting très détaillé qu'on va être capable de fournir. J'en parlais un instant, tout un tas de KPI, les visites totales, les visites incrémentales, tout cela généré notamment par le programmatique DOH, la ventilation des visites en fonction des créneaux horaires ou en fonction des jours de la semaine. Et tout comme sur les études Brandlift, on va être capable également de mesurer la contribution omnicanal lorsque l'on parle d'une campagne bien évidemment omnichannel. Ici, par exemple, on sait que 45% des visites ont été amenées par le DOH, 35% par le display et 20% par l'audio. Et à partir de maintenant, on va laisser la parole notamment à Kevin qui va pouvoir notamment nous raconter un petit peu son expérience avec Hawk autour de 2 cas d'usage. Je vais tout simplement lui laisser la parole. Merci Geoffrey. Donc bonjour à tous et merci d'être venus. Pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, donc je me représente rapidement. Donc je suis Kevin, je suis Programmatic Campaign Manager chez Kinesso, donc anciennement Matterkind. Et donc ici, on va parler de 2 cas qui ont été gérés chez nous via la plateforme Hawk, qui sont des cas réels. Les noms des clients ont été floutés pour des raisons de confidentialité, mais ce sont donc des cas bien concrets. Et donc on va commencer avec ce premier cas ici où il s'agit en fait d'une campagne pour une marque qui voulait promouvoir des nouvelles saveurs pour des boissons pétillantes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une campagne en 2 parties. Donc, il y avait une première partie qui était en DOH, qui était ciblée sur des univers précis, donc en rapport avec le produit, donc des univers retail, des univers malls. Et donc, cette première partie avait un but plutôt awareness, donc on était présent sur les écrans. Et le but était d'avoir une seconde partie retargeting en mobile display, où on allait en gros prendre les personnes qui étaient passées à proximité de ces écrans, en faire une audience et les retargeter en display par la suite. À la suite de ça, on a fait, toujours en collaboration avec Hawk et avec le client, on a fait une Brandlift study et là, en analysant tous les résultats, on se rend compte d'une part que pour la partie mobile display, le taux d'engagement est quand même assez important avec un CTR assez élevé de 0,91 comme c'est affiché sur l'écran. Et on voit via la Brandlift Study que ça a permis à la marque de gagner en notoriété, de gagner en intention d'achat et aussi en mémorisation. Et donc, ça illustre bien ce qui a été expliqué avant, c'est que pour le DOH en programmatique, c'est là que la puissance du programmatique va pouvoir vraiment avoir un impact. C'est qu'il faut vraiment voir ce média, pas comme un média isolé, mais vraiment comme un média qui s'inscrit dans une chaîne avec d'autres canaux, comme le display par exemple, comme l'audio. Et on peut donc aller vraiment plus loin que du simple awareness. On peut vraiment le mixer avec des objectifs de trafic, de considération, voire même, comme ça a été dit, de drive to store. Il y a vraiment des possibilités assez larges à ce niveau-là. Et c'est là que ça devient intéressant justement de passer en programmatique et d'utiliser le programmatique pour le DOH notamment. On peut passer du coup au cas suivant.
Voilà. Donc ici, on a un autre case. Ici, il s'agit vraiment donc de promouvoir une exposition qui avait pour but de sensibiliser les jeunes au changement climatique. C'était surtout sur Bruxelles. Peut-être que les plus perspicaces d'entre vous reconnaîtront du coup l'exposition en question. Et donc ici, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on avait une partie DEH et une partie mobile. Pour la partie DEH, vu qu'on devait cibler plutôt une audience jeune de 10 à 16 ans, on a appliqué un targeting autour des écoles de Bruxelles et on a aussi appliqué un targeting horaire pour vraiment être présent durant les entrées et les sorties d'école. Comme ça, on pouvait toucher à la fois les enfants et les parents qui les accompagnent. Donc, c'était assez pertinent en termes d'audience vu que l'exposition s'adresse à ces personnes-là. Et derrière ça, pour ajouter encore un ETS en plus, on allait les retargeter en mobile pour vraiment faire un rappel de la marque, faire un rappel de l'exposition et rester sur une audience assez qualitative qui est cette audience qu'on avait touchée en DEH. Et donc, pareil, ici, on voit que le CTR généré est quand même assez bon. Et encore, même conclusion, du coup, ça permet vraiment d'aller plus loin, de rajouter une exposition en plus et d'avoir vraiment toute une stratégie qui se suit et qui est cohérente. Et donc, voilà, vraiment la conclusion, je dirais, de ces deux cases, c'est vraiment parce que j'entends souvent des gens qui considèrent vraiment le DEH comme un média à part, voire même comme un média à mettre en opposition au DEH plus classique, je vais dire, mais je pense vraiment que c'est un média qui doit être pris pour ce qu'il est vraiment de manière spécifique, c'est-à-dire que c'est un média complémentaire, même au DEH classique, parce qu'on peut vraiment y apporter toute la puissance du targeting programmatique et on peut vraiment l'inscrire dans une stratégie plus globale pour aller plus loin que du simple awareness. Et donc, c'est vraiment ici ce qu'on peut voir dans ces cas, c'est que on peut vraiment l'associer à d'autres channels pour vraiment suivre la personne durant toute sa journée, que ça soit sur son lieu de travail, puis en mobile, puis de nouveau quand il prend les transports, ce genre de choses. On peut vraiment être présent sur toute la journée d'un utilisateur pour le toucher à tous les moments clés. Voilà. Et je vais rendre la parole à Lynn et Geoffrey. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour le témoignage. Est-ce que rapidement, pour les gens qui sont avec nous, tu peux aussi nous parler un petit peu de ton expérience aussi avec Hawk? Alors, merci pour le détail sur les campagnes. Qu'est-ce qui, dans le cadre de ces deux campagnes-là, toi, tu as directement plutôt dirigé vers Hawk? Quels sont, selon toi, les grands avantages de Hawk par rapport potentiellement à des solutions qui vont être concurrentes sur le marché ou déjà existantes sur le marché? Le grand avantage ici d'utilisation de cette plateforme, c'est vraiment l'intégration qui est très poussée avec AdSquare. Donc, forcément, pour faire ce retargeting dans les campagnes, il faut récupérer les données mobiles des utilisateurs via AdSquare. Et donc, comme c'est très bien intégré dans l'outil Hawk, ça nous permet vraiment de faire un lien direct et précis entre les personnes qui passent à proximité d'un panneau et les personnes qu'on va ensuite recibler en mobile. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très bien fait dans cette plateforme, donc il nous pousse à utiliser cette plateforme, puis forcément tout ce qui est facilité d'utilisation, le côté support très réactif, etc. Et donc oui, tous ces éléments font que pour des campagnes de ce style-là, clairement, c'est là qu'on se dirige vers la plateforme Hawk, parce que ça nous permet de mettre en place une stratégie globale et pas de se limiter à du DOH d'un côté, puis simplement faire une couche d'un autre côté, mais sans lien concret entre les deux campagnes. Ici, on peut vraiment assembler le tout en une même campagne, en un channel cohérent. Ok. Est-ce que toi, dans ces deux campagnes-là, est-ce que tu as eu l'opportunité de mixer justement, on en parlait de manière assez insistante tout à l'heure, est-ce que toi, tu as pu avoir cette capacité à combiner plusieurs contextes DOH? J'entends notamment potentiellement des malls, des contextes très tactiques, de l'urbain, des transports, etc., etc. Tout à fait, oui. Donc oui, il y avait d'une part pour la partie pour le premier case, on était plutôt sur des univers, on était plutôt sur un targeting au niveau des univers, donc que ça soit du mall, du retail, du street, voire même du transport. Pour la partie pour le deuxième case, là, on était plutôt pour un géotargeting au niveau des écoles en elles-mêmes. Donc on a pris la liste des adresses des écoles sur Bruxelles et puis on a appliqué un radius autour d'environ 500 mètres. Et donc là, on a ciblé les panneaux qui étaient dans ce radius. Donc,
Et donc forcément, ça pouvait comprendre plusieurs types d'univers, que ça soit du métro, que ça soit du transport aussi, du street. Mais là, le point d'attention était plus au niveau de la géographie des écoles que de l'univers en lui-même. L'important, c'était la proximité avec les écoles. Pour le premier case, l'important, c'était plutôt le type d'univers qui était pertinent par rapport au produit. Ok. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui sont en effet avec nous, on a cette capacité chez Hawk. À partir du moment où le client va nous livrer des points d'intérêt, que ce soit des magasins ou alors des points d'intérêt publics, hein, comme des écoles, des musées, des cinémas ou autres, on va être dans cette capacité à aller identifier les panneaux qui vont graviter autour de ces points pour aller activer et n'activer finalement que ces panneaux-là et uniquement ces panneaux-là. On est finalement ici dans cette capacité chirurgicale à aller choisir panneau par panneau en fonction des points d'intérêt en effet des clients. J'avais une dernière question et peut-être qu'Aline voudra compléter pour toi, Kevin. Alors dans les deux campagnes, il y en a une, notamment la précédente, qui était une campagne avec notamment de l'étude, notamment sur du brand lift. Quelle est ta perception pour toi sur justement ces études post-campagne? Est-ce que pour toi, ce sont des choses qui vont se généraliser? Quel est l'avantage pour toi d'amener ce petit incrément d'intelligence et de mesure sur des campagnes, par exemple, DOH? Alors, pour moi, vraiment, l'avantage de faire ce genre d'études, c'est de voir vraiment l'impact a posteriori de cette campagne, parce que là, certes, quand on fait un reporting classique sans ce genre d'études, on peut mesurer le taux de clic, on peut mesurer le nombre d'impressions qu'on a fait dans une campagne, ce genre de choses, mais est-ce que vraiment ces clics ont été efficaces? Est-ce que c'est des impressions où voilà, on a juste joué la créa à côté de la personne qui passe, mais elle n'a pas regardé l'écran, ou est-ce que c'est une impression qui a capté l'attention de son utilisateur? Donc voilà, cette brand lift, elle va permettre notamment de savoir si l'intention d'achat a évolué, si la notoriété de la marque a évolué, est-ce qu'elle est plus top of mind qu'avant, oui, non, est-ce que la personne qui a vu la créa a mémorisé la créa, et donc ça permet aussi de savoir est-ce que la créa qu'on a joué sur les écrans est vraiment efficace, est-ce qu'elle a réussi à capter l'attention de son utilisateur, oui, non, s'il y en a plusieurs, peut-être voir laquelle a mieux capté l'intention que l'autre et se dire ben voilà, c'est plus vers ce type de design qu'il faut aller plutôt qu'un autre. Ça permet vraiment d'avoir une couche supplémentaire de données et de voir l'efficacité de sa campagne au-delà des simples KPI qu'on peut donner habituellement. Ok, très clair, parfait. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce que Aline, tu veux rajouter des choses de ton côté? Oui, moi j'aurais une dernière question, mais plutôt globale sur finalement ces derniers mois, on ressent vraiment cet intérêt, cet engouement de la part des annonceurs à vouloir se mettre au DOH dans des logiques un peu d'intégration omnicanal, drive to store. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est au début et que 2024 sera... Enfin, est-ce que tu as des pistes? Quel est ton sentiment par rapport à finalement l'évolution qui nous attend l'année prochaine? On n'est qu'au début, on est au milieu. Quels sont un peu ton ressenti? Tu as vu que ça a bougé ces derniers temps puisque au travers de l'agence, vous avez pas mal de clients. Donc, tu vois vraiment qu'il y a quelque part un changement qui se fait au niveau des annonceurs et de leur mindset. Clairement, pour la Belgique, c'est un média qui maintenant est là depuis quelques années, mais ça reste quand même un média assez jeune. On n'est plus au tout début où il y avait quelques annonceurs qui se battaient en duel. On commence vraiment à avoir un inventaire assez diversifié et assez large qui est accessible en programmatique, du moins. Je pense que maintenant, on commence aussi à avoir de la data de plus en plus précise qui est disponible en programmatique et que vraiment, c'est sur ça que ça va continuer. Il y a d'une part ce côté data qui va être de plus en plus présent et qui va nous permettre vraiment de ramener de plus en plus l'avantage et la puissance du programmatique dans ce média, à savoir de cibler des audiences de plus en plus précises. Et je pense maintenant que le deuxième levier, c'est d'éduquer un peu le marché, que le marché se rende compte que le programmatique DOH déjà n'est pas forcément à mettre en opposition, comme je le disais tout à l'heure, avec le DOH classique, mais vraiment avoir comme une couche en plus où on est vraiment sur un ciblage peut-être moins mass média, peut-être moins national, mais plus précis justement en utilisant la puissance de la data pour aller cibler des audiences très précises, des géotargeting très précis à des horaires très précis aussi. Et donc vraiment avoir ce côté programmatique dans le DOH, donc ça c'est une chose, et cette vision peut-être de le voir aussi, comme je le disais, comme un média qui s'inscrit dans une stratégie globale, c'est-à-dire de ne pas voir le DOH comme un truc à part qui ne fait que de l'awareness limite, mais de le voir vraiment comme une couche en plus qui va arriver à un moment clé de la journée et qui va permettre, en association avec de l'audio, avec du display, avec du drive to store, de permettre d'améliorer la conversion, la considération, ce genre de choses, comme on le voit sur le case à l'écran, où même l'intention d'achat est boostée au final. Donc c'est plus que de l'awareness.
Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si Geoffrey, tu as d'autres questions? Pour moi, c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, Kevin, pour ton témoignage merci pour tes réponses précises. On a débordé un tout petit peu de quelques minutes sur le timing. Je pense que c'était assez clair. Difficile d'être très très complet, très très détaillé. Alors je sais qu'il y a eu quelques questions dans le chat, notamment sur des explications un peu plus précises sur l'exploitation et l'activation de la donnée mobile. Je vous ai mis le contact d'Aline pour ceux qui souhaitent creuser encore un peu plus le sujet. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera bien évidemment un plaisir de vous répondre et potentiellement d'engager des discussions et notamment des rendez-vous avec vous pour vous expliquer tout ça en effet dans le détail. Je pense qu'il est temps pour nous de vous remercier. Merci à tous pour vos inscriptions. Merci pour votre présence. On était ravis de parler de ce sujet-là avec vous. Merci Aline, merci Kevin et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne Merci journée à à vous. tous. Bonne À journée, au revoir. bientôt.